Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus toujours plus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Chloé Bloom, entrepreneur multicasquette dans le domaine du développement personnel, du bien-être et de la découverte de soi. À l'été 2022, je reçois un message de l'équipe de Chloé m'invitant à intervenir auprès de sa communauté dans le cadre d'un mois consacré à la relation à l'argent. C'était suffisamment inhabituel pour que je saute sur l'occasion parce que le monde du développement personnel, de la spiritualité et celui des finances personnelles ne font pas toujours bon ménage. Le premier est plutôt considéré comme noble, le deuxième étant plutôt considéré comme mesquin ou un petit peu sale. C'est sur cette croyance que j'ai ouvert la discussion avec Chloé. Pourquoi intégrer le sujet de l'argent dans son académie de développement personnel ? Quelles problématiques récurrentes a-t-elle observées chez les personnes qui la suivent et qu'elle l'accompagnent ? Malgré le succès de son business, quelles croyances à propos de l'argent la limitent encore dans son expansion ? Quel genre de responsabilité financière a-t-elle dans son business et quel genre de responsable financière est-elle dans son business ? Sur quels critères investit-elle son argent à titre personnel ? Ce fut un plaisir immense d'échanger avec Chloé qui est très transparente sur son business, sur sa rémunération personnelle, sur ses investissements et aussi sur ses erreurs, notamment à propos d'argent. Je vous laisse donc découvrir notre discussion sans plus attendre. Salut Chloé. Hello Delphine. Je suis enchantée de te rencontrer en fait. Moi, je te connais, je te suis depuis un petit moment de loin. Et puis, ton équipe m'a invitée en novembre pour intervenir auprès de ta communauté sur le sujet de la relation à l'argent. Je me suis dit, tiens, Chloé fait du développement personnel, mais a consacré tout un mois de thématique à ce sujet-là pour essayer de faire évoluer les gens de sa communauté sur ce sujet-là. Je me suis dit, il y a un truc à faire, je vais lui en parler et on va enregistrer un épisode ensemble. Et nous voilà toutes les deux au micro de ce podcast. C'est génial, oui, en effet. Moi aussi, je te suivais de loin et en effet, comme je te disais là en off, je trouve que c'est hyper important ce que tu fais justement de désacraliser un peu toute cette relation à l'argent et tout. Donc, très heureuse d'être là. Du coup, on va avoir je préviens mes auditeurs, cet épisode va être un petit peu plus court que d'habitude. Alors vous allez voir, je vais aller rentrer directement dans le vif du sujet avec Chloé. Mais avant ça, comment toi tu te présentes, Chloé ? Évidemment, il y a plein de gens qui vont te connaître, il y a plein de gens qui vont pas te connaître. Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment mes invités se présentent. C'est la question la plus dure. Bah ouais, c'est pour se mettre à l'aise direct. Alors, je me présente, moi, disons qu'on va me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. Je suis entrepreneur, j'ai du mal à donner un autre mot parce que je fais pas mal de choses à la fois, on va dire. Donc, multi-entrepreneur, toujours pour servir en fait une même mission. Moi, c'est vraiment dans l'univers de la connaissance de soi, de l'introspection, du développement de soi, que ce soit personnel, professionnel, etc. Et ça va prendre plein de formes différentes. Tu vois, on a une académie en ligne dans laquelle tu es intervenue, on a des séjours, des immersions, des séminaires, j'ai écrit un livre, je fais des conférences, des ateliers, j'ai des programmes, des formations. Enfin voilà, c'est vraiment, ça prend plein de formes différentes. Donc c'est difficile de mettre un terme. Je peux pas dire que je suis coach, je peux pas dire que je suis enseignante. Enfin voilà, ni auteur. Enfin tu vois, c'est toujours un peu compliqué de mettre un mot. En tout cas, je fais ce qui me passionne et ce qui me semble être le plus juste pour essayer vraiment de donner un maximum d'outils, de clés et de réflexions aux gens et à notre communauté pour qu'ils puissent vraiment transformer leur vie et en créer une plus alignée avec ce qu'ils veulent. T'as oublié podcasteuse aussi. Podcasteuse aussi, pardon. Et puis si je crois bien, t'es en train ou t'as récemment lancé une marque de vêtements aussi. J'en avais lancé une que j'ai arrêtée. J'avais également ouvert un coworking sur Lyon que j'ai aussi arrêté. Enfin, voilà, je fais plein de trucs et puis j'en arrête quand ça me saoule. C'est marrant ça. Et du coup, tu vis en plus entre
plus ou moins 3 Entre Bali et le pays, Mexique. Bali, le Ouais, Mexique et de temps en temps un petit peu la France où tu es en ce moment. c'est Donc, ça. ça doit pas faciliter aussi Moi, L'emploi du temps. c'est pas ton souhait de créer c'est pas créer une stabilité parce que tu me disais en off que tu avais envie de trouver un petit peu plus Mm, de stabilité dans ce mode de vie. mm, mm. Mais jusqu'à présent, c'était pas la priorité, on va dire. Non, c'était pas la priorité. En fait, c'est un peu, tu sais, cette dualité à l'intérieur de, en fait, j'ai envie de faire tellement de trucs, j'ai 150 000 idées à la seconde et tout. Donc j'ai envie de tout profiter, de bouffer la vie à pleines dents et en même temps, et ben oui, ce manque de stabilité, le fait de bouger tout le temps, c'est fatigant, c'est éreintant. Et là, j'en arrive au stade où tu vois, je suis nomade depuis 4 ans, donc j'ai pas eu de maison depuis 4 ans, je vis juste dans une valise avec mes instruments de musique, mon chéri et tout. Oui, là, je commence à avoir envie de me poser, vraiment. Je t'ai pas entendu utiliser le mot développement personnel. Est-ce que c'est un mot que tu utilises pour autant ou pas? Oui, c'est un mot que je peux utiliser, développement personnel, spiritualité. C'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est assez galvaudé, comme le mot spiritualité. Il y a beaucoup d'étiquettes autour de ça, beaucoup de croyances autour de ça. Et je trouve que ce dont je parle, en fait, est super simple et super accessible à tout le monde. Et j'ai toujours un petit peu cette appréhension qu'en mettant l'étiquette développement personnel ou spiritualité, tu sais, ça refroidisse les gens. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'entrer sur scène en conférence et que quelqu'un me dise ah mais en fait ce dont tu parles c'est génial, alors que moi quand t'es arrivé sur scène et que j'ai vu que t'étais juste une nana du développement personnel, j'ai voulu quitter la salle, tu vois. Donc j'ai juste envie de dire moi je parle juste des trucs de la vie, des trucs qui me passionnent, et puis voilà, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. C'est un peu genre une énième coach, une énième... Oui, et c'est Ouais. normal, franchement c'est normal, Ouais. c'est complètement normal. Et je suis pas exceptionnelle, je suis sûrement une énième, tu vois. Mais voilà, je parle juste de trucs simples et ceux qui ont envie de découvrir ça, ils peuvent le faire facilement. Et tu le fais à partir de ta propre expérience, justement? De tes propres lectures, de ta propre passion de ce sujet-là? Ouais, Un peu comme une vulgarisatrice, où vraiment tu as eu envie peut-être où tu es déjà dans une posture peut-être un petit peu plus d'experte sur ce sujet. Quel est, là, on n'est pas encore à fond, on n'est pas encore dans le sujet de l'argent, mais ça m'intéresse, tu vois, de savoir aussi comment tu te positionnes dans ton business. mm, mm. En fait, quand j'ai commencé, donc moi, j'ai pas du tout commencé par cet univers dev perso, etc. Tu vois, quand j'ai créé mon business, j'étais vraiment dans l'univers du bien-être, sport, naturopathie, Hmm. alimentation, etc. Et puis, bah, petit à petit, en fait, j'ai vraiment switché vers des choses qui m'intéressaient plus, à savoir essayer de comprendre un peu la vie et l'être humain, parce que c'est plein de questions que je me pose depuis que je suis toute petite, auxquelles j'ai jamais trouvé de réponse. Et en fait, j'ai commencé au tout début, évidemment, comme beaucoup de gens, à vouloir devenir experte pour avoir le droit de parler de quelque chose. Donc, j'ai Hmm. fait 150 formations, j'ai fait PNL, j'ai fait hypnose, j'ai fait psychologie positive, j'ai fait tous ces trucs. Puis au début, j'ai commencé à parler de ça. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ben, c'était pas moi, que ça n'atteignait pas la profondeur de ce que je voulais, qu'en fait, je ne faisais que répéter un énième discours qu'on nous sert déjà partout sur les réseaux sociaux, que ça résonnait pas vraiment avec les questions que moi je me posais. Donc, le fonctionnement que j'ai, en fait, depuis plusieurs années, c'est simplement que je me base sur mes expériences et surtout les questionnements que je me pose, pour questionner aussi la communauté, pour les inviter à cheminer avec moi en même temps. On chemine vraiment ensemble, on évolue en même temps. C'est ça que je trouve génial, en fait. Donc, c'est vraiment basé sur mes expériences, les choses que j'ai pu traverser, que j'ai apprises. Parfois, c'est des choses que je traverse actuellement. Et puis, c'est pas forcément, tu vois, en racontant ma vie, c'est vraiment, voilà, ok, les réflexions que je me fais, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ce en quoi je crois. C'est vraiment porter les messages, les valeurs, voilà, dans lesquelles j'ai vraiment confiance. C'est jamais, quasiment jamais à partir de lectures ou de formations, etc., parce que je lis pas de choses dans le dev perso. Moi, je lis du fantastique. Je fais pas de formation dans le dev perso. Je fais des formations sur d'autres choses. Et j'ai envie, voilà, de juste rester connectée à ce qui est le plus simple. Donc, quand tu dis vulgariser, c'est presque ça, en fait. C'est juste, j'expérimente des choses, je les digère et j'essaye de les retransmettre de manière très simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que, un peu comme ce que je pense par rapport à l'argent, comme pour la spiritualité, je trouve qu'aujourd'hui, ces notions-là sont rendues élitistes.
On a l'impression que c'est très compliqué, qu'il faut absolument se former ou méditer très longtemps ou absolument être hyper expert dans un tas de trucs pour y avoir accès, alors qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui sont très simples, tu vois. Alors moi, c'est ça, sur ce côté, je suis vraiment dans cette ambivalence encore. Donc j'ai l'impression que les sujets d'argent sont des sujets qui sont à la fois beaucoup plus simples que ce qu'on nous le dit et à la fois aussi, je les trouve beaucoup plus complexes que ce qu'on vient nous faire croire. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand on va surtout moi, tu es sur les sujets d'investissement et d'investissement immobilier, je commence à passer des paliers et là, je me rends compte de la simplicité du discours auquel j'étais exposée au début. Et là, je me dis, mince, mais en fait, c'est normal qu'au début, on soit exposé à un discours un petit peu plus simple parce qu'il faut aussi qu'on puisse se mettre le pied à l'étrier, qu'on commence par quelque chose. Et en réalité, après, on va gagner en profondeur. Et je pense que c'est la même chose dans le développement personnel. C'est qu'on ne parlera pas de la même façon, je sais pas, de la confiance en soi quand c'est la première fois qu'on aborde le sujet. Et puis, quand ça fait effectivement, quand on va rentrer dans une certaine profondeur sur le sujet. Une des questions que j'avais envie de te poser, c'est du coup, puisque toi, tu as décidé d'en faire un sujet de travail pour ta communauté. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui te dit, c'est partie intégrante d'un travail de développement personnel? Je veux aussi que ma communauté puisse s'interroger. Il y a un besoin, il y a une demande. Je veux qu'elle puisse s'interroger sur ces sujets-là et avancer sur ces sujets-là. C'est quoi ton moteur sur cette thématique? Le moteur n'a jamais été le business ou le travail. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, ça marche pour moi. C'est que je crois qu'en fait, le moteur à la base de tout ça, c'est que j'avais envie d'être comprise. Et que j'avais envie de ne plus me sentir seule et être la seule à me poser des questions sur le sens de la vie, sur moi, sur pourquoi je suis comme ça, comment est-ce qu'on réfléchit. Depuis que je suis petite, je comprends pas trop les gens. Je comprends pas pourquoi je fonctionne différemment, pourquoi je me pose ces questions-là. Il y a plein de choses des questions qui restent en suspens. Donc je m'intéresse à plein de choses. Il y a plein de choses qui me semblent évidentes et des choses qui m'agacent parce que je comprends pas pourquoi le monde tourne pas rond. Enfin, il y a un peu de colère, un peu d'agacement. Il y a plein de choses qui sont aussi liées, tu vois, à mes syndromes autistiques et tout. Mais c'est quand même des questions, tu vois, qui drivent ma vie. Et en fait, tout est parti du principe que j'avais juste envie de partager. Mais sérieux, vous aussi, vous demandez pas ça? Vous pensez pas qu'il y a ça? Et puis quand on est là, à ce moment-là, en fait, faut juste faire ça. C'est vraiment parti de cette envie de me dire hey, les gars, vous aussi, vous comprenez ça? C'est vraiment parti de cette intention de, me sentir comprise, trouver une tribu, et puis de faire passer ce qui, moi, me semblait être du bon sens et de l'évidence à des gens qui se posaient des questions auxquelles moi, j'avais trouvé, peut-être en cheminant, la réponse. C'est vraiment parti de là. Et c'est ce qui continue encore et encore et encore de me motiver, en fait, de me driver. C'est vraiment ça qui continue. Je me suis jamais dit, vas-y, j'en fais un job. Et tu vois, c'est pour ça aussi que quand on me demande quel est mon métier, j'ai du mal à te dire, je suis coach ou quoi que ce soit, parce que c'est même pas le cas, tu vois. Je suis même pas coach en plus, tu vois. Moi, je partage vraiment tous les trucs qui me transcendent et qui me traversent l'esprit. Et puis là, on parle de développement personnel, mais en vrai, moi, je parle de musique, je parle de poterie en ce moment parce que je me suis mise à la poterie. Tu vois, je parle de tous ces trucs qui, en fait, pour moi, sont des choses qui donnent du sens à la vie, en fait, tu vois. Je parle pas spécialement de confiance en soi, de tout ça. Je parle juste de trucs que je trouve qui donnent des couleurs à la vie et qui, parfois, sont pas simples non plus à vivre, tu vois. Et quelle place a l'argent et la relation à l'argent dans tout ça, tu vois? T'en as fait dans la Bloom Academy, c'est une thématique par mois. Il y a plein de thématiques qui sont quand même beaucoup plus dev perso. Et puis, il y a la relation à l'argent. Et honnêtement, on va pas se mentir, hein, dev perso, argent, c'est pas en général des sujets qui vont bien ensemble. Il y a une certaine défiance, c'est pas simple. Alors moi, je veux savoir quel est ce parti pris, tu vois, d'avoir... Pourquoi tu t'es dit, ok, cette année... En plus, les auditeurs ne le savent pas, mais tu connais bien Christian Junod, il y a une certaine proximité, tu vois, c'est pas un... c'est un sujet que tu traites depuis plusieurs années en background, tu vois, ça n'a jamais été ton sujet central, mais en tout cas, ça fait longtemps que ça fait partie des choses dont tu parles à ta communauté. Moi, je veux savoir quel est ce besoin et d'où vient ce besoin, effectivement, de dire préoccupez-vous-en. On va travailler là-dessus aussi.
Bah, tu l'as dit toi-même, c'est parce que justement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, enfin, je comprends, mais je n'accepte pas le fait que on oppose constamment cet univers dev perso spiritualité avec l'argent. Et je le remarque et je l'ai très vite remarqué en commençant à fréquenter un peu ces sphères-là, que soit quand tu fais de l'argent, tu peux pas être dans ta spiritualité, etc. Soit à l'inverse, quand tu t'intéresses à ton cheminement personnel et spirituel, le fait d'avoir de l'argent ou de vouloir de l'argent, c'était mal. Et en fait, ben moi, je me situe au milieu des deux. Je chemine spirituellement, personnellement, et pourtant, j'aime l'argent, j'ai envie de faire de l'argent, je fais de l'argent. Je suis pas motivée par ça, mais je sais que j'en ai besoin. Donc moi, je me dis, ben attends, moi, je suis les deux. Mince, comment on fait? Est-ce que j'ai le droit d'exister dans les deux ou pas? Tu vois? Et en fait, je me suis simplement intéressée à ce sujet en me disant, en fait, attends, si moi je suis entre les deux, il y a plein de gens qui sont entre les deux. Je suis pas l'unique, pas l'exception, il y en a plein. C'est juste que c'est quelque chose dont il faut parler. C'est qu'il y a sûrement des croyances autour de l'argent qui disent que l'argent c'est mal, que c'est pas bien, que c'est pas spirituel, que c'est pas ceci, que c'est pas cela. J'ai regardé un peu mon histoire aussi avec l'argent parce que tu vois, typiquement, autour de moi, j'ai des gens qui ont une relation à l'argent aussi qui est complètement différente de la mienne. Mm. Il y a des gens qui ont des grosses difficultés avec l'argent, des gens qui sont extrêmement dépensiers, des gens qui ont peur d'en gagner, des gens qui n'osent pas dire qu'ils en veulent, des gens qui en refusent carrément. Des gens qui au contraire en veulent beaucoup, sont beaucoup motivés par ça. Enfin, il y a vraiment plein Dans ton histoire ou encore aujourd'hui? euh, encore aujourd'hui, vraiment encore aujourd'hui autour de moi, je remarque en fait qu'on a tous vraiment un rapport à l'argent qui est hyper différent chacun. Moi, j'ai rencontré des grosses dettes, des soucis d'argent. Là, il y a 2 ans, j'ai rencontré une année qui a été difficile moralement, qui a été très stressante au niveau financier, etc. Mais en fait, l'argent, pour moi, ça n'a jamais été une question. Enfin, pour moi, c'est un non-sujet. De l'argent, j'en ai besoin, point. C'était un non-sujet pour moi. De l'argent, j'en ai besoin. C'est logique qu'il me faille de l'argent pour que je puisse répandre mes messages qui ne sont pas autour de l'argent, parce que l'argent me permet d'embaucher, de recruter des gens. On en parlait encore en off, d'avoir des gens qui contribuent à tout le contenu qu'on va diffuser, que ce soit gratuit ou payant, qui vont m'aider à diffuser, à avoir plus d'impact, à créer des solutions, à investir, à faire tout ça. Donc l'argent, j'en ai besoin. Tant que je vivrai dans une société qui tourne avec de l'argent, j'ai besoin d'argent. Point. Je peux refuser ça, mais en tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement qu'avoir un impact qui est soutenu par l'humain, l'argent, l'énergie et le temps. Je ne sais pas faire autrement. Donc, je sais que j'ai besoin d'argent. Donc, à partir de là, c'est un non-sujet et je suis à l'aise avec ça, tu vois. Et je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était un sujet. C'est mince, moi, je veux avoir de l'impact, mais je ne veux pas gagner d'argent, ou je peux pas, ou j'ai pas le droit, ou il faut surtout pas en parler parce que ça fait de moi une mauvaise personne, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, à partir de là, c'est qu'il y a vraiment des choses à communiquer. Est-ce qu'on ne remettrait pas tout le monde d'accord avec le fait qu'on peut penser ce qu'on veut de l'argent, mais tant qu'on est dans une société qui tourne avec de l'argent, je crois que c'est bien de s'y intéresser, c'est intelligent de s'y intéresser. Et puis je crois aussi que plus que tout, il est urgent d'apprendre à s'émanciper financièrement. Ça, c'est vraiment une valeur que j'ai toujours eue, même quand j'étais salariée. S'émanciper financièrement permet un grand soulagement, une grande liberté aussi. Bon, pas mal de stress, mais une grande liberté. Et l'émancipation et la liberté font vraiment partie de mes valeurs principales, tu vois. Parce que donc c'est vraiment... toi, tu as un public qui est essentiellement féminin, pas que, mais essentiellement pas féminin. que, mais essentiellement, ouais. Et donc ça, c'est des choses que tu as vues auprès de ta communauté aussi, les problématiques d'argent qui touchent directement en fait la possibilité de faire des choses, de s'accomplir, parce que C'est ça. l'argent est un outil au service de nos ambitions. Donc effectivement, C'est quand il n'y ça. en a pas, on peut compenser avec d'autres ressources qu'on a, du temps, de l'intellect, mais pas toujours, malheureusement. Pas Des toujours. fois, il faut aussi de l'argent. Et puis effectivement, il y a des histoires un peu qui sont pas nécessairement tragiques, mais il y a des histoires personnelles où les femmes n'étant pas indépendantes financièrement, ça peut être très 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 limitant, très bloquant dans certaines trajectoires personnelles. Ouais, puis même, tu vois, je le vois beaucoup dans notre audience, etc. Je vois beaucoup de personnes, donc principalement des femmes, parce qu'il y a principalement des femmes qui me suivent, mais qui ont plein de rêves, plein de choses à communiquer, plein de choses à faire passer, qui meurent d'envie de se reconvertir, d'enfin réaliser le métier de leur rêve, de faire passer leur message, qui ont des passions, et qui aujourd'hui ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, qu'elles n'ont pas assez d'argent justement pour soutenir leurs projets, leurs rêves, etc.
et qui se retrouvent bloqués, enfermés dans des vies qui les rendent aujourd'hui malheureuses, tu vois. Et même si l'argent n'est pas le seul outil, c'est un des outils principaux dont on a besoin parfois pour aller commencer à mettre en route un projet, un rêve, etc. Tu vois, enfin, c'est l'outil, un des outils principaux, faut quand même le dire, tu vois. Et c'est vrai que de voir beaucoup de gens bloqués à cause de ça, la question qui se pose derrière, c'est OK, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider justement dans cette relation-là, leur véhiculer l'intelligence aussi financière, l'éducation. Il y a beaucoup de choses en fait à faire pour que ces gens aient ensuite accès à leurs projets et à leurs rêves aussi, tu vois. Et quelles sont les croyances limitantes que toi, tu as surmontées dans ton parcours? Peut-être celles qui ont été qui sont encore les plus persistantes et les Ouais. plus résistantes. Parce qu'en vrai, il ne faut pas se leurrer, en général, toutes nos croyances évoluent. Il y en a certaines qu'on arrive à mettre définitivement derrière nous, tu vois, mais en réalité, Mmh. on va Ouais. avoir une croyance, puis elle va évoluer, mais elle est toujours, il y a toujours des résidus quelque part. Je vois que tu rigoles, je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Ouais, ouais. Il y en a une ou deux que tu pourrais partager avec nous. Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais, celle qui est le plus persistante pour moi, c'est celle comme quoi il faut souffrir pour gagner de l'argent. Il faut mériter. C'est très, 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 très résistant chez moi. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, il y a 4 ans, comme je te disais en off, en fait, juste avant ça, moi, j'étais salariée. Donc, j'avais un métier où je travaillais plus de 60 heures par semaine. J'étais cadre, j'étais en déplacement sur toute la France, je manageais des équipes et tout, et je gagnais 2300 euros par mois. Ok. Donc, ce qui était bien à l'âge de 24 ans, tu vois, j'avais un poste qui était cool et tout. Mais voilà, je travaillais beaucoup, j'avais ce salaire-là, j'étais épuisée, j'ai fini par faire un burn-out, j'ai été en arrêt maladie. Puis ensuite, je suis devenue entrepreneur. Et j'ai fait mon premier lancement. En 2017, j'ai fait mon premier lancement. Mon premier lancement, sur un peu moins d'une semaine, je crois, je fais 11 600 euros. Je me souviens exactement, tu vois, de la somme. Et là, mon premier réflexe, ça a été « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais finir en prison. » Je me suis dit, en fait, c'est forcément illégal de faire autant d'argent d'un coup. C'est forcément illégal, parce que sinon, tout le monde le ferait. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? la fameuse. Ouais, Si la c'était si fameuse. facile, Tout le monde le ferait. Exactement. C'est la première réaction que j'ai eue. Et donc, heureusement, tu vois, j'étais entourée par des potes et tout qui me disaient « Non, Chloé, je te jure qu'il n'y a rien d'illégal, en fait. » Savoure. Mais bon, sache déjà que l'État va en reprendre la moitié. Donc là, déjà, j'ai fait « Ah, d'accord. » C'est ça. Voilà. Donc, ça m'a un peu amenuisé le truc, tu vois, sur le coup. Mais en fait, oui, ça a été vraiment ma première réaction en mode si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et puis, en fait, c'est illégal parce que c'était trop facile et j'ai pas souffert pour faire ça. Et surtout, c'était inacceptable pour moi de me dire qu'en une semaine, je venais faire beaucoup plus que le salaire que je me faisais en un mois où je travaillais 60 heures par semaine. Et en plus, dans un truc qui me faisait pas kiffer, etc. Alors que là, j'étais juste en train de partager ma passion en impactant les gens de la manière dont je le voulais, en kiffant ma vie, en faisant ce que j'avais envie de faire. Et ça a évolué petit à petit. J'ai accepté. Enfin, tu vois, vraiment, c'est une croyance qui a évolué, mais qui est toujours un peu présente dans les phases où, par exemple, je travaille moins. Il y a une petite culpabilité qui revient en mode « Oh là là, attends, là, j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine. Mes salariés, elles bossent un peu plus. Mince. Est-ce que du coup, je vais mériter l'argent ?» Enfin, tu vois, il y a toujours un petit truc latent au fond de ci, de ça. « Oh là là, attends, là, je suis en train de trop profiter. Alors, est-ce que j'ai toujours le droit quand même de gagner autant ? Est-ce que j'ai le droit de ci ? Est-ce que j'ai le droit de ça ?» Tu vois. Je trouve que donc ça, c'est... Ouais. le débat profond que ça ouvre et qui est pas simple, c'est tu utilises un mot, moi je sais jamais par quel bout le prendre, ce mot, c'est le mérite. Ouais. Et on a l'impression que l'argent est distribué selon une certaine justice sociale, ou qui devrait être distribué selon une certaine justice sociale, mais qui serait la justice des hommes, effectivement. Donc ceux qui en ont besoin devraient en avoir plus, ceux qui travaillent dur devraient en avoir plus. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc c'est difficile pour ces valeurs personnelles de naviguer dans un monde où celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui est le plus malin, ou c'est celui qui en avait peut-être le plus ou qui a le plus de chance à la base. Il y a des facteurs chance, il y a des facteurs effectivement malin, d'intelligence, de maîtrise de certaines compétences. Celui qui va, c'est pas toujours vrai, mais celui qui va accepter de prendre plus de risques, celui qui va
j'en sais rien, maîtriser la compétence fiscale, etc. Et Mhm. donc, c'est clairement pas celui qui se tue à la tâche au quotidien, c'est pas celui qui rend le plus service à la communauté, c'est pas Mhm. celui... Et donc, c'est difficile parce que tout ça n'est pas nécessairement... euh, on n'est pas nécessairement plus méritant, en fait. Ouais. Euh, Ah, c'est exactement ça. On navigue un peu à vue d'œil. On n'est pas forcément plus méritant et pourtant, moi, j'ai quand même la sensation, en tout cas, dans mon système et dans ce que je vois quand même pas mal autour de moi, j'ai quand même la sensation que même quand on gagne beaucoup, ensuite, derrière, on a la sensation de devoir le racheter, le mériter. En tout cas, chez moi, il y a vachement ça, hmm. où j'ai aucun souci à gagner de l'argent, j'ai pas de souci à faire rentrer de l'argent, j'ai pas de souci à en dépenser. En revanche, j'ai constamment besoin de me rappeler que j'ai le droit d'en avoir. Tu vois. Et ça, c'est latent. Et en effet, il y a cette espèce de mérite qui revient. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est pour l'argent comme pour beaucoup d'autres choses, on est quand même un peu dans de la méritocratie où ça va avec le statut, ça va avec les postes, ça va avec tout. On est quand même, on est quand même dans un système scolaire qui est quand même autour de ça. Tu vois, il faut mériter, il faut travailler dur pour avoir des bonnes notes, pour être un bon élève, il faut rentrer dans cette case-là. Oui, mais même Donc on ça, est un tu peu... vois, c'est dingue comme il y a une... La société a aussi accepté que la personne qui faisait de longues études était peut-être plus méritante que la personne qui s'arrêtait plus tôt, alors que, bah, moi, pour vivre dans une région, si tu veux, assez ouvrière, euh, la personne qui commence à travailler sur des chantiers, alors en plus je suis dans l'immobilier, la Ouais. personne qui commence à travailler sur des chantiers en apprentissage à 18, 19, 20 ans, qui va probablement faire toute sa carrière, qui se casse le dos, qui se prend la C'est poussière clair. dans le visage, les oreilles, c'est pas... enfin, toutes les Mm, bruits, mm. etc. d'un chantier, je me dis, qui est le plus méritant, quoi? Mais c'est clair. Non, mais c'est Moi, clair. je gère des Non, mais locations c'est clair. Airbnb, les gens qui font le ménage, je suis désolée, je suis pas sûre que ce soit considéré comme des professions à pénibilité forte, tu vois, puisqu'en ce moment on est en plein la réforme des retraites au moment Mhm. où on enregistre cet épisode, et je suis pas sûre qu'au moment où je le diffuse, on en soit complètement sorti, mais Ouais, on verra. ouais. Mais c'est des métiers où on est courbé tout le temps, où il y a Ouais, une certaine force physique qui est mobilisée, mais qui est le plus méritant? mais c'est ça. C'est ça. C'est- C'est c'est- 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 c'est pour ça que c'est ce que je te dis. On est vraiment conditionné par beaucoup d'éducation et de système scolaire qui est adapté d'une certaine manière, alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire autour de ce mérite, de ce gain, de qui est du statut, de l'excellence, de l'efficacité. Il y a beaucoup à déconstruire. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, malheureusement, c'est c'est très difficile d'être en lutte contre un système. Et du coup, la seule chose qui pourrait nous apaiser un peu personnellement, c'est d'accepter que argent et mérite, ça n'a rien à voir. Et Ouais, ça, c'est je pense ça. qu'en fait, c'est comme un renoncement pour beaucoup de gens, tu vois. Euh, on ne peut pas faire de l'argent une valeur de mérite, on est obligé de la décorréler totalement. Et Ouais. ça, je pense que, à mon avis, c'est ça qui est le plus douloureux pour beaucoup de gens, c'est de se dire que y a, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas demain la veille qu'on va réconcilier argent avec mérite et que les gens les plus méritants, ce seront ceux qui Mm. toucheront le plus d'argent. Parce que voilà, moi, faut pas se leurrer. Hein, encore une fois, je trouve que des gens qui gardent nos enfants, les gens qui éduquent nos enfants, les gens qui nous soignent, les gens qui ramassent nos ordures, les gens qui Mm, mm. nettoient les bureaux dans lesquels on travaille et les maisons dans lesquelles on vit. Euh, les gens qui sont sur les autres, qui entretiennent nos autoroutes, mais les gens qui Ouais, non, mais il construisent y a nos des maisons, bah, c'est exemples, il y en a incroyable. plein. Euh, C'est clair. et donc tout ça, voilà, c'est pas simple. Et puis en plus, c'est très personnel. J'ai fait il y a pas longtemps un épisode aussi sur l'héritage, la succession. Et puis on se posait des questions sur équité, égalité. Est-ce que c'est juste de pas de donner la même chose à ses enfants parce qu'il y en a un qui est plus dans le besoin que l'autre, par exemple? Bah, tout ça se discute. Tout Tout ça se ça. discute. Ouais. Mais encore une fois, on en revient à qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui Mm. devrait être juste, et la Ouais. justice, justice, la morale, la justice, le mérite vont pas très 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 bien avec l'argent. Et donc ce renoncement, je pense qu'il n'est pas simple à faire pour la plupart des gens. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense quand même que le sujet de l'argent, que ce soit parce que tu vois là, ce dont tu me parles à propos des successions, c'est aussi quelque chose que j'ai vu et que j'ai vécu dans ma famille. Je pense que l'argent, en fait, c'est un sujet qui confronte beaucoup, beaucoup, qui nous met face à beaucoup de nos insécurités. Mm. Euh,
et de notre envie absolue d'être aimé, d'être perçu comme une bonne personne et de faire le bien. Ça nous met vraiment face à beaucoup de nos insécurités et c'est très confrontant comme sujet en fait. Et c'est aussi parce que c'est un tabou depuis très longtemps. Mais en effet, de vouloir être juste, c'est quoi la bonne solution, qu'est-ce que je dois faire, comment il faut faire, comment je dois choisir les choses, c'est confrontant et il y a un espèce de poids décisionnel quand même autour de l'argent, je pense, qui est confrontant. Et donc toi, 5 ans après, 4-5 ans après les débuts, il y a toujours cette idée euh, il y a une certaine facilité derrière ce que je fais et donc je dois encore me convaincre tous les jours que voilà, c'est une juste rémunération de l'impact que j'ai et du nombre de personnes que j'aide à cheminer et du bien que je fais dans le monde. C'est un peu le... Ouais, en fait, ça va plus loin que l'argent. C'est même pas forcément qu'autour de l'argent. C'est même le mérite. Il est plutôt mériter la vie que j'ai. Euh, j'ai régulièrement besoin de me rassurer que je mérite la vie que j'ai, tu vois, enfin, je veux dire, il y a plus rien à prouver, quoi. Tu vois, j'ai des semaines où je bosse comme une tarée, j'ai des semaines où je bosse 15 heures par semaine. Et tu En fait, on vois, s'en tu fout, ça reviens prouve à... rien, ça prouve Oui, rien, oui, tu tu vois. reviens C'est à... ça, non, c'est ça, je bosse c'est beaucoup, ça. etc. Mais Et c'est... parfois, je bosse pas du tout, et en fait, je devrais même pas faire la différence entre les deux, tu vois. Je devrais pas me dire, quand je bosse plus, je devrais pas me dire, oh, là, j'ai vraiment bien bossé, je l'ai bien mérité. Et c'est un automatisme qui revient tout le temps. Ouais. Et les semaines où je bosse quasiment pas, il y a une petite culpabilité qui se pointe en mode, bon, bah, trouve un truc à faire, quoi. Mais en fait, non, non, tu vois. Je repars sur le ratio de mon temps de travail et à quel point c'est dur mon travail fait que j'ai le droit de mener cette vie-là, tu vois. Et donc, c'est toujours un truc qui traîne en fond, moi, 4 ans après. Il y a un Mm. autre sujet, je me suis demandé si ça te... si tu te sentais concerné par ça, c'est le questionnement autour de vouloir plus. Comment on concilie le fait de vouloir faire grandir son business, qui est aussi de l'ordre du challenge personnel, enfin, là, c'est presque complètement décorrélé de l'argent. C'est je veux passer je veux aller aux problématiques d'après, aux challenges d'après. Je veux voir ce que c'est que d'avoir une boîte qui a plus de salariés, qui a plus d'enjeux, qui fait encore plus de choses. Et indirectement, bah, pour ça, effectivement, il faut aussi que la boîte grandisse et puis je vais me rémunérer plus, etc. Est-ce que il y a des freins que tu as identifiés personnels autour de est-ce que c'est juste de vouloir plus dans le monde dans lequel on vit, tu vois, tu voyages donc tu dois aussi voir des choses, tu dois aussi être confronté aux choses. J'imagine dans ta communauté il y a des gens qui doivent te reprocher de voyager par rapport à ton impact Mm, mm. écologique et Ouais, tout ça. complètement. Puis même moi, je sais que c'est pas hyper cohérent, tu vois. Mais bon. Mais est-ce que c'est des questions que tu te poses? Est-ce que tu te dis à un moment donné, je veux m'arrêter, pourquoi? Ou au contraire, tu as fait la paix avec ça? Euh, je dirais que je suis plutôt entre les deux. Parce qu'en fait, pour être honnête, là, au moment où on se parle, je suis plus dans une phase où j'ai envie de régresser que de progresser. En fait, j'ai envie de progresser vers l'arrière. C'est plutôt ça. Explique-nous J'appelle ça. régresser. Alors, je vais t'expliquer. Le fait de vouloir plus, de développer son business, son activité, etc., c'est quelque chose que j'ai fait ces dernières années. Le business a grandi très vite, très vite. On s'est entouré, on a une équipe de 15 personnes. Ok, bon, on a un chiffre d'affaires qui est croissant, etc. On fait plus, on vit plus. Pendant cette grosse période de croissance, j'ai été beaucoup de fois confrontée à est-ce que c'est juste parce que moi, en fait, ce que je vois dans mes voyages, ce à quoi je suis confrontée, etc., le fait de vouloir plus, c'est pas quelque chose qui me motive profondément. Moi, ce que je veux, c'est ma petite vie tranquille, être assez confortable financièrement et faire des choses qui me plaisent et impacter des gens, laisser une trace dans ce monde, faire ce que j'aime. Ok, bon, pour ça, il faut quand même que j'ai de l'argent qui me soutienne. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu conscience que c'était un outil. Je me suis jamais vraiment embarquée dans cette course à vouloir euh, comme j'ai pu l'avoir beaucoup dans le milieu entrepreneurial, à vouloir faire plus d'argent, un plus gros chiffre d'affaires, avoir une plus grosse équipe, avoir un empire, etc. Je me suis jamais trop sentie embarquée dans cette course-là parce que c'est pas vraiment ce qui m'a motivée. Mais il y a eu cette grosse croissance. Ok, vas-y, bah, j'ai envie d'avoir des salariés, j'ai envie d'avoir une équipe autour de moi qui est motivée. On fait ci, on fait ça. Et là, en fait, le stade où j'en suis depuis plusieurs mois, c'est que, en fait, j'y ai goûté. C'est cool, j'y ai goûté à faire plus, à avoir plus d'impact, plus de visibilité, une équipe, des salariés,
faire avoir plein de trucs, tu vois, marque de vêtements, immobilier, une école, un truc de formation, un livre. Ok, j'ai goûté. En fait, je sais que c'est juste pas pour moi. Je sais que c'est juste pas pour moi. C'est génial, hein. Franchement, c'est super. Mais en fait, c'est tellement pas ce à quoi j'aspire dans ma vie. C'est tellement pas ce à quoi j'aspire dans ma vie. Ça engendre trop de stress, de responsabilité, de charge mentale. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille, dans ma jungle, jouer de la flûte, faire ma poterie, impacter les gens, créer mon petit contenu, enregistrer mes podcasts, faire mes petits trucs tranquilles. Oui, avoir assez d'argent pour me soutenir, être confortable, mais avoir surtout assez de temps pour passer du temps avec mon chéri, être tranquille. Vraiment, j'ai vraiment... Là, j'ai ce besoin profond de retour à la sérénité et à la simplicité. Et pour ça, je suis prête à progresser en arrière, c'est-à-dire à faire moins d'argent, à avoir une équipe qui est plus petite, à faire moins de choses, à dire non à des projets. C'est pour ça que j'ai arrêté mon coworking, que j'ai revendu les murs, j'ai arrêté ma marque de vêtements, j'ai dit non pour un deuxième livre. Il y a des gros programmes et des grosses choses que j'ai arrêtées. Je veux juste plus de légèreté et plus de simplicité. Et au début, c'est vrai que je me suis beaucoup posé les questions en me disant est-ce que c'est normal de vouloir ça alors qu'il y a plein de gens qui voudraient être à ma place. Il y a plein de gens qui voudraient être à ma place. Est-ce que c'est pas un peu faire la fine bouche que de dire ah non, cette vie elle est pas pour moi, c'est trop, il y a trop de charge mentale, etc. Ça m'a beaucoup, je me suis beaucoup culpabilisée avec ça, en me disant en fait c'est comme donner de la confiture à un cochon, je suis même pas capable d'apprécier tout ce que j'ai. Et en fait quand je cherche à l'intérieur, en fait moi j'ai juste besoin de plus de simplicité et ça j'ai fait la paix avec ça. Et je suis en train d'organiser ça. Pour être totalement transparent sur ce sujet, est-ce que la limite de ça, c'est je veux quand même garder la même rémunération personnelle? Alors, je ne sais pas quelles sont les modalités avec lesquelles tu te rémunères, mais en fonction peut-être... C'est une société qui est en France que tu as ou pas? Ouais, nos sociétés sont en France, majoritairement, ouais, nos sociétés sont en France. Ouais. Donc, il y a le chiffre d'affaires que génère ta société, puis il y a la marge, et puis il y a ta rémunération. Est-ce que la limite de ce downsize, tu vois, c'est... Moi, je suis prête à avoir un plus petit chiffre d'affaires, une plus petite équipe, à faire moins de choses, mais je voudrais quand même garder la même rémunération personnelle? Ou est-ce que tu es prêt aussi, tu es prête à te dire honnêtement, je suis prête à vivre avec moins. Il y a une limite peut-être basse à ça, mais ouais, je suis prête à aller encore plus loin. Je crois que c'est la question que je suis en train de me poser actuellement, mais je crois que c'est même l'inverse en fait. Je crois qu'il y a cette gourmandise quand même de me dire en fait moi je veux sûrement faire moins d'argent et tant pis pour mon ego qui a envie d'être une businesswoman qui a un empire et qui fait plein de trucs en même temps. Ça met un petit coup dans ma fierté. Je veux garder mon salaire. Ça c'est honnêtement, si je suis complètement transparente, j'ai pas du tout envie de redescendre en termes de salaire parce que j'ai atteint un confort de vie que j'ai envie de garder. Je n'ai pas envie de redescendre en dessous de ces aspirations-là, voire j'ai même envie d'avoir plus. Mais parfois, faire moins de chiffre d'affaires, quand on est plus sur 150 000 projets et que du coup on a moins de charges, ça permet d'avoir aussi plus d'argent pour soi. Tu vois ? Donc, c'est aussi ce que permettrait ce retour à la simplicité. Et ce que ça permet, en fait, et ce qu'on fait, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi se dire... peut-être que je ferai moins, peut-être que je me prendrai plus la tête et peut-être que du coup j'impacterai moins et peut-être que ok je fais un plus petit chiffre d'affaires mais ça servira mieux mon quotidien, je pourrais aussi me verser peut-être plus d'argent ou simplement au moins garder mon salaire avec un meilleur confort de vie. C'est honnête de ta part de le, de le dire, tu vois, parce que derrière tu vois, là aujourd'hui c'est là où les résistances sont. J'ai pas envie de downsizer mon train de vie personnel et c'est tout à ton honneur de le dire, donc j'apprécie. Mais je crois que c'est hyper honnête d'être au clair enfin c'est hyper important d'être au clair là-dessus en fait. Il y a des gens qui sont capables de ça. Moi j'aime le confort, j'aime le luxe. J'ai beau ne pas vivre dans le luxe, je vis dans le confort, je trouve que j'ai une vie qui est incroyable, je voyage, je fais plein de trucs et en fait je n'ai pas envie de moins. Je n'ai pas envie de moins. Et par curiosité, ce train de vie, du coup, alors, donc tu voyages, tu vis dans des... Est-ce que tu vis dans des hôtels ou est-ce que tu vis dans des endroits que Airbnb. tu as dans des Airbnb vous vous déplacez sur place, vous voyagez beaucoup ou vous êtes plutôt sédentaire quand vous êtes dans un pays ou dans un autre? On est plutôt sédentaire. En fait, on fait un peu c'est du digital nomade, slow digital nomade. Ouais. C'est-à-dire que quand on va dans un pays, on reste 4-5 mois dans le même pays, tu vois.
et on visite un petit peu, mais on reste dans la même ville, en général dans le même appart. Et du coup, ce train de vie, il a un coût que tu es prêt à... Enfin, en fait, ton salaire et ton niveau de rémunération qui supporte ce train de vie, Ouais. aujourd'hui, il correspond à combien si tu es prête à le partager? Ouais. Alors, c'est un train de vie qui est coûteux. Clairement, c'est un train de vie qui est très coûteux parce qu'honnêtement, hein, enfin, c'est quelque chose que il faut être très honnête là-dessus. De vivre en Airbnb, ça coûte la peau des fesses. Parce que un loyer minimum par mois dans une ville dans laquelle on vit, c'est 2 000 € le loyer en Airbnb. Donc voilà, c'est quand même très coûteux. Après, il y a aussi des choses évidemment qui sont soutenues par la boîte, par exemple sur les trajets qu'on va faire pour certaines conférences, certaines formations, etc. Moi, le salaire que je me verse mensuellement, c'est 3 000 €. Tu vois. Donc c'est C'est un pas salaire énorme. qui est pas énorme non plus, tu vois. Non, Donc mais quand je c'est te ce dis que que je veux pas redescendre, je veux pas redescendre. non, ouais, parce que c'est ce que je me verse aussi, et c'est vrai que c'est, enfin, voilà, en fait, c'est marrant parce que statistiquement, on est dans les riches, mais je pense que pour beaucoup de gens, 3 000 € par mois, c'est loin d'être un C'est revenu long, qui est riche. Mais en fait, c'est clair. effectivement, et tu fais bien de le dire, parce que faut pas induire les gens en erreur non plus. Euh, Il y a ce qu'on verse comme salaire, et puis il y a la partie du train de vie qu'on fait passer en frais sur la société. Exactement, et il faut être honnête. Honnêtement, ça serait bête de jouer sur les mots et de dire non, moi je Voilà. gagne que 3 000 € par mois. Non, c'est faux en fait. Si j'avais les mêmes 3 000 en tant que salarié, j'aurais pas le train de vie que j'ai Non, mais aujourd'hui. c'est clair, Et c'est donc, clair. je pense, moi, tu vois, à titre personnel, je pense que j'estime que je fais passer peut-être l'équivalent de 1 000, 1 500 € par mois en plus sur ma Mhm. boîte. C'est ce que tu disais, c'est des formations, c'est des Je déplacements, crois que c'est à peu près pareil pour etc. Tu nous. vois. Ouais. Donc, on est quelque part entre 4 et 5 000 € en réalité de train de vie, Mhm. parce que ben voilà, il y a une partie qui est payée par nous, une partie qui est payée par la Mhm. société. Et c'est pas des chiffres qui sont exacts, mais c'est à peu près. C'est à peu près ça aussi. Ouais. Nous, c'est pareil. Ouais. Et j'avais envie de te poser quelques questions sur la businesswoman. Est-ce que quand Ouais. quand tu as commencé ta boîte, tu t'intéressais aux finances de ta boîte de manière scrupuleuse? Tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais toujours pas? Quel type on va dire, de gestion de CFO tu es pour ta boîte, de responsable financière tu es pour ta boîte? Ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéresse toujours pas, et ça ne m'intéressera jamais. En fait, faut être très clair. Euh, vous- N'importe qui peut m'appeler businesswoman. Moi, le business, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, le truc que j'ai envie de faire, c'est mes contenus, mes conférences, parler aux gens, avoir un impact, etc. Mais le business en soi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Pour être complètement transparente, je n'ai même pas, je crois, les codes d'accès au compte bancaire de ma boîte. Je crois que je suis même jamais allée sur les comptes bancaires de ma boîte, Alors, il me semble. je fais un aparté. Si vous pensez que c'est une bonne pratique, surtout pas. Je ne le conseille pas. Non. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui est aussi un ami en qui j'ai 100% confiance. Notre association est protégée par plein de choses et tout. Et en fait, lui, c'est comme le directeur financier de notre boîte. Donc si tu veux, c'est en ça que j'ai beaucoup de chance, c'est que moi, je suis vraiment toute la partie visionnaire, créative, développement de l'entreprise, les produits, l'impact, la communication, la vision, les messages, etc. Et lui, il est vraiment sur la partie stratégie financière, marketing, tous les trucs un peu plus yang que moi, je déteste en fait et dont je ne veux pas me préoccuper. Parce que vraiment, moi, le business, c'est pas un truc qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est une question de curiosité, parce que dans le monde du soloprenariat et du coaching ou du business en ligne, c'est pas forcément commun de s'associer. Surtout que tu es quand même la face visible de la boîte, ou alors on va trouver entre guillemets des associations où c'est le conjoint, alors je parle pour les femmes, mais l'inverse est vrai, mais c'est le partenaire de vie qui va être un peu en backup derrière, qui va s'occuper d'autres choses, et toi c'est un associé, c'est un ami, Ouais. etc. Est-ce que c'est parce que tu savais déjà qu'il y avait plein d'aspects du business que tu n'avais pas du tout envie de faire, ou qu'est-ce qui t'a amené à cette association? Bah parce que moi, je voulais pas être entrepreneur, puis je savais même pas ce que c'était, puis je voulais pas forcément faire de business. En fait, moi, j'ai vraiment commencé en partageant mes contenus,
en créant des programmes à la base que j'envoyais par mail, par PayPal à des gens qui me les demandaient, etc. Et lui, c'était déjà quelqu'un qui était dans le milieu de l'entrepreneuriat, du marketing, du business en ligne et tout, et qui m'a dit, mais Chloé, on peut professionnaliser ce que tu fais, on peut vraiment en faire une activité, on peut bosser ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble. C'est là qu'on a fait notre premier lancement. Puis en fait, ça a tellement bien marché à chaque fois qu'au bout d'1 an et demi, je crois, ou 2 ans, on a décidé de s'associer et qu'on développe les choses. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que vraiment, enfin, mon intention a jamais été de devenir entrepreneur et ni de faire du business. Et je me suis jamais posé la question une seule fois de, ok, comment je peux construire mon business? Qu'est-ce que je vais aimer? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ça m'est tombé dessus. J'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris à devenir chef d'entreprise sur le tas, à manager sur le tas, à être dans ma posture de leadership sur le tas. Mais pas une seule fois, je me suis vraiment posé la question de, ok, c'est quoi le business que je veux faire, machin, etc. C'est vraiment venu petit à petit. C'est des questions que je me pose aujourd'hui, évidemment, parce que tu vois, avec la croissance, il y a plein de questions que tu es obligé de commencer à te poser sur, ok, comment est-ce que je vais agencer mes différentes entreprises, les salariés, comment est-ce que ça va se passer, quel manager je vais faire monter, comment est-ce qu'on va faire ci, quel lancement on va faire, c'est quoi notre stratégie. Donc tu te poses des questions au fur et à mesure, mais cet associé, il a été présent dès le début, même si on n'était pas associés tout de suite. Et en fait, c'est parce que c'est lui qui m'a dit, bah Chloé, les gens, ils viennent vers toi, ils adorent ton énergie, ce que tu fais, ça marche, t'as un impact, t'arrives à fédérer des communautés, ben viens, on peut faire quelque chose, tu vois. Et est-ce que tu te dis pas à un moment, je suis peut-être en risque, parce qu'on parlait d'émancipation tout à l'heure, donc il y a l'émancipation sur l'argent perso, et puis moi c'est un sujet qui me questionne vraiment, hein. Je connais beaucoup de femmes coach dans le business, et surtout celles qui ont leur compagnon qui est plus ou moins, tu vois, intégré dans les affaires. Il y a vraiment cette distinction. À un moment donné, je fais rentrer mon mec pour qu'il gère les finances, pour qu'il gère la Ouais. stratégie, etc. Et puis, du coup, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'émancipation et le fait d'élever son intelligence financière, Mhm. euh, bah, ça me pose question, quoi. Ce que je me dis, euh, il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire, on doit être dans sa zone de génie et déléguer, et en même temps, je trouve que les finances, c'est toujours très dangereux à déléguer, et surtout quand à la base, on s'y est pas du tout intéressé et qu'on n'a pas de quoi questionner la légitimité ou les compétences de la personne à qui on a délégué. Est-ce que tu te sens en risque du coup de ce fait-là ou pas? Zéro risque de mon côté. C'est marrant parce que du coup, tu vois, là, moi, dans ce que tu me dis, je perçois que c'est ta croyance et que c'est un truc à toi. Mais alors, moi, je le ressens pas du tout comme ça, dans le sens où ça m'a jamais intéressé, donc de toute façon, je ne ferai pas mieux que lui. Bon, bah voilà, donc je vais même pas remettre en question ce qu'il fait. Je lui fais 100% confiance, ça s'est toujours bien passé. Au pire, le jour où il y a quelque chose qui se passe bien, un, c'est que de l'argent. Deux, notre association est scellée par des pactes et des tas de trucs, on a des avocats. Trois, j'arriverai à rebondir, c'est pas un souci. Quatre, dans notre association, c'est moi qui suis la vitrine et qui ai toute la visibilité, donc honnêtement, c'est pas moi qui va du mal c'est pas moi qui vais avoir du mal à me retourner. Tu vois, demain, même si je l'ai plus et que je relance quelque chose d'autre, je suis toujours Chloé Bloom, ça marchera de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas moi du tout qui suis à risque dans notre association. Zéro risque en réalité. Lui est plus à risque que moi pour le coup, tu vois. Parce que moi, de toute façon, j'ai la notoriété et c'est juste de l'argent. En réalité, on retrouve toujours d'autres moyens de faire de l'argent. Moi, je suis à l'aise avec ça. Même si demain, je me sépare, il y a un souci, j'ai plus d'argent, je retrouve un moyen. Puis en plus, maintenant, il y a la notoriété, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, je retrouverai un moyen. Donc, je me sens pas à risque. Je me suis le peu de fois où je me suis sentie à risque, je me suis plus sentie à risque par rapport à la charge mentale en me disant merde, si on doit se séparer, je vais devoir reprendre tout ce qu'il est en train de gérer, c'est pas possible, moi je sais pas faire, ça me dégoûte, tous les trucs qu'il fait, etc. J'ai pas envie de les faire. Moi, j'ai pas choisi ce métier pour me faire chier, j'ai choisi ce métier pour être heureuse et m'émanciper. Donc honnêtement, je me sens plus libre quand il est là que s'il n'était pas là, tu vois. Donc moi, je me sens émancipée avec lui, en fait. Et c'est ce truc où je pense qu'il ne faut pas confondre émancipation de se faire seul. On ne peut jamais se faire tout seul. Je ne crois pas au fait de se construire et de faire des millions seul, etc. On a toujours besoin des autres, on a besoin de s'entourer, on a besoin de déléguer, on a besoin... Il y a toujours des gens qui ont participé à notre réussite et ça fait partie de la liberté. Pour moi, la plus grande liberté qu'on puisse avoir, c'est de ne pas créer trop d'attachement émotionnel avec l'argent. C'est surtout ça. Et lui, donc, s'occupe des finances de la boîte.
Mhm. Ouais. Mais à titre personnel, non, c'est pas ton conseiller en C'est pas mon conjoint. investissement. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Non. Et est-ce que à titre personnel, tu t'es dit à un moment donné, bon, je suis arrivée à un certain niveau, et effectivement, est-ce que je veux peut-être investir pour alléger ma dépendance au travail, en me disant, bah, en fait, là, dans le système dans lequel je suis, même si en peu de temps, j'arrive à créer beaucoup de valeur, est-ce que je peux aussi passer dans un système où mon argent me sert, je l'investis et du coup, bah, j'ai aussi, je multiplie encore plus les sources de revenus et puis plus Mhm. passives. Est-ce que c'est des réflexions que tu as engagées pour toi? Et si c'est le cas, est-ce que tu l'as fait seule? Est-ce que tu es entourée sur ces sujets-là ou pas? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai investi assez rapidement, je crois au bout d'un an. J'ai commencé à investir. Ça n'a jamais été pour alléger ma charge de travail ou avoir plus d'argent, etc. En fait, c'est surtout que moi, j'ai jamais cultivé mon intelligence financière. J'ai pas eu spécialement d'éducation là-dessus. Du coup, quand j'ai gagné de l'argent, j'étais paniquée, je savais pas quoi en faire. Et alors, c'est cool, vaut mieux ça que l'inverse, tu vois, parce que quand tu connais les problèmes d'argent aussi, c'est une toute autre panique. Mais c'est surtout que je commençais à me retrouver avec des centaines de milliers d'euros sur mon compte et je me disais merde, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en fais T'avais Je sais peur que de c'est pas bien toi-même? de les... Non, j'avais pas peur de moi-même, mais c'était plutôt, je sais qu'il faut pas les laisser dormir sur un compte parce que ça sert à rien et puis que ça c'est passif, etc. Non, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je les investisse, mais en même temps, moi, j'ai envie de les investir dans un truc qui m'éclate. Pour un premier investissement, il faut surtout que ce soit facile, le moins lourd possible administrativement parlant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question de où est-ce que moi, j'aimerais investir sans écouter des conseils d'investisseurs. Non pas qu'est-ce qui me semble le plus rentable ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui me semble le plus juste, où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent parce que ça me tient à cœur. Donc, le premier investissement que j'ai fait, c'est dans une start-up qui réunit toutes mes valeurs, que j'adore, dont j'adore les valeurs, j'adore les humains, que je sais pas, peut-être que tu connais Casidomi, c'est une start-up belge qui est dans Non. la nutrition bio, l'alimentation biologique, etc., qui est géniale. Et j'ai investi, hop, dedans. Ça a été mon premier investissement. J'avais des potes en immobilier qui me disaient, mais Chloé, t'es sérieuse, c'est ton premier investissement, tu le fous dans une start-up, c'est pas logique et tout. Et franchement, C'est sûr que c'est pas ce que conseillerait un conseiller en investissement. De commencer par du private ouais. equity avec tes premiers sous. Honnêtement, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait. Le plus rentable, le meilleur, c'est celui qui me cause le moins de charge mentale, qui me rapporte le plus d'argent, qui soutient le plus mes valeurs, qui me fait le plus kiffer, qui a le plus d'impact avec lequel je suis alignée. Donc honnêtement, meilleur investissement ever. Donc j'ai fait ça. Ouais, alors, je mets des guillemets par rapport à ça parce qu'en fait, c'est comme la personne qui a investi au bon moment sur le Bitcoin et qui te dit c'est le meilleur C'est ça. Et investissement voilà. ever, tu vois. En Ouais, fait, c'est ça. les grands investisseurs de ce monde, et je m'inclus pas dedans, mais les Warren Buffett, etc., vont te dire, en fait, on est tous capables de faire... Je t'entendais parler avec Grant Cardone dans un de tes podcasts, et honnêtement, on est tous capables de faire un bon coup. Oui, Et on peut exactement. en faire en plus 2 ou 3. C'est comme bien acheter sa maison et faire une super plus-value, tu vois. En vrai, ça, c'est des choses qui peuvent arriver à peu près tout le monde. Mais si on veut répliquer en limitant en s'exposant pas trop au risque, c'est vrai que commencer par du private equity, c'est couillu, on va dire. Oui, c'est couillu, mais en même temps, si tu veux, pour moi, il y avait aucun intérêt de faire autre chose, tu vois. Je comprends. Parce que vraiment, j'étais pas en train de chercher la rentabilité ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment pour ça que j'essaie d'être la plus sincère et transparente possible. C'est que faut pas faire comme moi. J'ai essayé, parce qu'après, du coup, je vais t'expliquer les autres investissements que j'ai faits. J'ai essayé de faire tout ce qu'on me conseillait. Ça m'a mis dans une souffrance pas possible. Ça m'a mis dans une souffrance pas possible. Donc, j'arrête de vouloir bien investir. Je me détache émotionnellement de l'argent. J'investis là où ça me fait kiffer et je vois ce que ça donne. Parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus juste. Ça veut pas du tout dire que c'est des bons investissements. Ça veut pas dire non plus que c'est la meilleure chose à faire. Moi, en tout cas, je me rends compte que j'arrive pas à réfléchir de cette manière-là. Mais Suite à ça, donc, excuse-moi, vas-y. est-ce que ça veut dire que du coup, comme tu privilégies aussi ton cœur, les valeurs et l'intuition versus quelque chose de plus rationnel, logique, est-ce que ça veut dire aussi que tu limites les montants investis quand même pour compenser un peu la prise de risque ou même pas? Ouais, alors je limite les montants investis avec ce que je suis prête à perdre. En fait, à chaque Ok. fois, je me dis, ok, je suis prête à perdre combien? 50 000, ok. Bon, je Donc les mets. tu mettrais pas
60% de ton patrimoine sur un seul investissement parce Non, qu'il est très aligné non, avec tes valeurs. Bah tu vois, il y non, a quand même une logique pas du tout. de gestion Ah du oui, oui, risque. non, mais quand même, je suis pas complètement folle. Non mais tu peux le dire aux Mais auditeurs. quand même. Non, 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 quand même. En fait, je me pose juste la question à chaque fois de qu'est-ce que je suis prête à perdre, tu vois. Ça a été la même chose parce que le deuxième investissement que j'ai fait, ça a été des cryptos. Je me suis posé la question de, OK, combien j'ai envie de mettre pour que ça me rapporte un peu et en même temps, quelle est la somme que je suis prête à perdre. Un peu comme tu fixes le prix d'un programme, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus juste? Bon, ça, c'est parce que, OK, tac, tac, tac. OK, bon, bah, j'ai mis ça. Voilà, crypto, bon, bah, OK, je suis OK. Enfin, tu vois, même si je peux avoir perdu beaucoup d'argent, je suis complètement OK avec le fait de perdre de l'argent. Je suis pas OK avec le fait de perdre du temps. Ça, je suis pas OK avec ça. Et je m'en suis rendu compte grâce au troisième investissement que j'ai fait, qui a été l'investissement immobilier et qui a été la plus grande souffrance de ma vie. Pourtant, j'ai été conseillée par un des meilleurs en immobilier en France. J'ai fait ce qu'il fallait. Il y avait mon business plan, il y avait tout ce qu'il fallait. Je donnerai pas de nom. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais honnêtement, plus grande souffrance de ma vie. J'ai perdu un temps de malade, une charge mentale de fou furieux. Je me suis retrouvée à faire des crises d'angoisse, des tas de trucs, etc. J'ai tenu 1 an et demi comme ça, j'ai revendu les murs et j'ai perdu énormément d'argent. Mais j'étais OK avec le fait de perdre 100 000 euros plutôt que de continuer à m'impliquer cette charge mentale, les mails, les trucs, etc. Au moins, j'ai essayé. Alors, mais juste, c'est pas pour moi. Ouais, moi, ce que je remarque avec l'immobilier, c'est que déjà, il faut aimer ça un peu à la base. Tu vois, moi, par exemple, C'est ça. les Voilà. Moi, je savais chantiers, pas. les travaux et tout, mais moi, j'adore ça. Ouais, voilà. Et la deuxième chose, c'est que quand tu es entrepreneur et que, comme tu dis, le temps a beaucoup de valeur, parce que souvent, le levier de création de richesse avec l'entrepreneuriat est quand même plus fort qu'avec l'immobilier. Ouais. Donc, tu fais des choses que tu aimes en entrepreneuriat, ton temps, la valeur de ton temps augmente. Et je me rends compte que là, c'est pas le bon moment pour aller en immobilier, sauf sur des stratégies très pépères, voire à déléguer un maximum. Mais s'impliquer personnellement dans des projets immobiliers, quand on est à ce niveau de business, c'est pas possible. Ouais, tu vois, je me rends compte que c'est pas quelque chose que je le conseillerais pas de manière universelle à tout le monde, parce qu'il y a une configuration de vie qui fait que ça va être lourd, ça va être difficile effectivement de bien l'envisager. Parce que peu importe l'immobilier qu'on fait, hein, il y a une charge, surtout quand on fait de l'immobilier avec de la rénovation, etc. Oui, c'est ça, voilà. Mais du coup, tu vois, moi, ça m'a appris, ça m'a fait me rendre compte, voilà, de ce que j'appréciais, de ce que j'appréciais moins, de ce qui, moi, j'ai vraiment besoin que ce soit un truc que le projet me fasse kiffer, parce qu'en fait, juste plus d'argent et juste investir, ça me fait pas assez kiffer par rapport au temps que je passe dessus. Donc, tu vois, par exemple, moi, un truc qui m'éclate, c'est d'investir dans des œuvres d'art. Je préfère acheter un tableau, une œuvre d'art. Trop cool l'investissement. Alors, je sais que c'est pas forcément le truc qui se fait, mais moi, voilà, c'est comme ça que je préfère faire. Ou tu vois, même là, j'ai envie de réinvestir dans de l'IMO, j'ai envie d'acheter, mais parce que j'ai envie d'acheter avec mon conjoint, j'ai envie que ce soit quelque chose de facile, que je délègue complètement pour que ce soit un petit truc Airbnb tranquille. Je veux juste pas m'impliquer dedans du tout. Mais trop complexe. Tu vois, ce qu'on dit pas assez, c'est que sur l'investissement, il y a beaucoup de possibilités qui ont des rendements et des niveaux de risque équivalents. Et donc, à un moment donné, l'autre critère, il y a quand même le critère d'affinité aussi qui est à mettre dans la balance et qu'on néglige un peu, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas du tout, là. J'ai pas du tout envie d'investir dans les Lego. C'est ça qui est hyper pas du tout intéressant. envie d'investir dans les montres ou dans les sacs à main. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Mais je comprends que l'immobilier, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça me fait kiffer. Et c'est ça que je pense qui est important. Il faut vraiment le rappeler que je crois qu'il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, parce que on va y mettre notre énergie, notre temps, notre argent, notre focus. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui est important, tu vois, je crois que c'est assez important de se poser cette question quand même avant d'investir ou avant même juste de construire un projet, en fait. Dans l'investissement et puis dans la gestion de ses finances personnelles au quotidien, c'est on disait tout à l'heure que l'argent est un outil, et moi je dis toujours l'argent, il est là au service d'une ambition, d'un projet de vie, etc. Donc, en fait, il vient après. Qu'est-ce que je veux faire de ma number one, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie ou comment je veux l'orienter. On parlait tout à l'heure des femmes qui avaient des rêves, des ambitions, etc. Donc ça, c'est la question number one. Et après, c'est OK, bah, du coup, je vais aligner mes moyens financiers dans la direction qui me permet de réaliser le numéro un. Donc l'argent vient après. Toujours. Et dans l'investissement, on pourrait... dans l'investissement, c'est quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire, à quoi...
comment l'argent via l'investissement peut aussi servir cette vision que j'ai définie dans un premier lieu. Parce que sinon, on peut mettre son argent un peu à peu près n'importe où. Et puis après, on se rend compte qu'à j'avais des grands projets et puis je voulais être libre financièrement à 40 ans et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout investi au bon endroit. Bah oui, quand même. D'abord, tu définis ton objectif et ensuite, tu choisis l'investissement qui est en accord avec ça. Parce que c'est sûr que si tu places ton argent sur ton livret A, c'est pas demain la veille que tu vas être libre financièrement à 40 ans. Donc, il y a une certaine adéquation entre ce que tu veux faire de ta vie et ensuite la manière dont tu vas utiliser ton argent, soit en le dépensant, soit en l'investissant. Ouais, et c'est la même chose pour le business. Tu vois, nous, c'est aussi toujours ça. C'est comment est-ce que avec Maison Bloom, on développe et un business qui fait rentrer du cash flow et un business qui est beaucoup plus patrimonial, qui va être en passif, qui va continuer de durer sans ma présence, qui va générer de l'argent sans ma présence, etc., etc. Ça, c'est comme l'investissement. Enfin, je suis plus douée pour vraiment les stratégies d'investissement de temps et d'énergie que d'argent. Du coup, mais c'est bon. Ce qui est cool, c'est que l'un ramène l'autre, donc c'est cool. Même dans ton business, tu n'as pas cette sensibilité à savoir, ok, à quel moment je recrute, à quel moment j'investis. C'est vraiment délégué ou ça, vous arrivez quand même à... Enfin, sur la base de quelques infos que ton associé va te donner, tu vas être capable de dire non, mais là, c'est effectivement, on fait cet investissement, on le fait pas, on accélère tout pas. Ce qui est investissement, tout ce qui est financier, c'est lui qui gère. C'est vraiment lui qui gère. C'est des décisions qu'on prend à deux et on en parle, on en discute, etc. Mais c'est lui qui gère et qui a vraiment la stratégie financière. Moi, c'est vraiment la stratégie plus humaine, entre guillemets, de savoir quand est-ce qu'on a besoin de recruter en fonction des besoins, etc. Et puis, c'est vraiment... c'est des discussions qu'on a à deux. Mais c'est jamais moi qui vais dire, OK, là, c'est le moment pour investir, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, je dois te libérer. Oui, parce faut que j'aille. Moi, si tu me laisses, et puis je sais que tu n'oseras pas me couper parce qu'on est en plein milieu de l'enregistrement, mais je vais éviter le kidnapping et je vais te rendre à tes obligations. Merci beaucoup, Chloé. Voilà, j'ai beaucoup aimé la transparence de notre échange et notamment sur tes envies et tes réflexions autour du fait de downsizer son business et de vivre, voilà, de générer moins, mais tout en gardant le confort que tu as à créer. Donc merci pour ça. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore en off toutes les deux parce qu'on a à peine effleuré les sujets qu'on a commencé à discuter, mais en tout cas je te remercie beaucoup et puis je te souhaite plein de belles choses pour l'année 2023. Merci Delphine, merci beaucoup. Et aux auditeurs, merci à tous, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye. Merci à vous tous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Que retenez-vous de cet échange? Prenez quelques minutes pour ancrer un apprentissage dans votre tête ou sur un papier avec un crayon pour vous souvenir le plus longtemps possible de ce que vous retenez, de ce que vous avez envie de retenir. Ne cédez pas à la tentation de zapper à vos occupations et de ne vous souvenir de rien dans 15 jours. Pour ma part, et vous l'avez peut-être entendu, je suis toujours un peu déstabilisée quand je suis face à une personne qui a une belle capacité à générer de l'argent et si peu d'intérêt pour les sujets d'argent ou plutôt pour les sujets de finance. En réalité, je sais que ça heurte ma croyance à moi, qui est qu'on est un bien meilleur entrepreneur quand on maîtrise la finance d'entreprise, la comptabilité, la fiscalité. Ce sont pour moi de véritables outils d'empowerment, pour utiliser ce terme anglo-saxon, d'empowerment des entrepreneurs. Alors, en français, il y a une espèce de traduction qui utilise le mot empouvoirment que je trouve absolument horrible, donc je vais garder le mot d'empowerment. Pour moi, la finance d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité sont des outils d'empowerment de l'entrepreneur. J'ai donc toujours un pincement au cœur quand je vois que ces compétences sont déléguées intégralement parce que je vois la perte de pouvoir et la perte de contrôle. Voilà encore une croyance sur laquelle je vais probablement être amenée à travailler et à faire évoluer. Ça n'en finit jamais le travail sur les croyances limitantes, croyez-moi. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.